Bonjour à toutes et à tous. Alors dans quelques instants, pour cette dernière table ronde, nous allons aborder un défi clé pour l'avenir de la publicité digitale, à savoir comment garantir l'interopérabilité des données dans un écosystème où chaque acteur défend précieusement, pour ne pas dire jalousement, ses propres audiences, avec de nouveaux espaces comme ce qu'on appelle le total vidéo, mais vraiment total vidéo, puisque peut-on inclure par exemple les réseaux sociaux dans cette réflexion, le retail média, le digital et le DOH, les plateformes, mais aussi les éditeurs et notamment les acteurs buy-side. On a vu ce matin avec France Télévisions la plateforme AdSpace, le Prisma qui a lancé Prisma Ad Manager. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de mini walled gardens qui sont en train d'arriver de la part des acteurs de l'open web et tout ça pour capter et retenir les audiences. Alors, avant de commencer, quelques chiffres qui peuvent être assez intéressants de ce qui se passe aux États-Unis, mais qui se passe également sur le marché européen, à savoir le fait que, comme vous le savez, je vous apprends rien, 60% des budgets publicitaires mondiaux sont captés par Google et Meta, mais en même temps, aux États-Unis, ce qu'on constate, c'est que le temps passé par les utilisateurs dans ces écosystèmes fermés a chuté de 62% entre 2014 à 39% aujourd'hui, ce qui veut dire que les acteurs buy-side, les acteurs qui fournissent des contenus, des services, ont fait un travail assez remarquable pour retenir cette audience et mieux j'allais dire la pister, en tout cas la conserver. Mais on se voit également que les annonceurs, pour eux, c'est de plus en plus compliqué pour identifier ces utilisateurs dans ces milieux de plus en plus fermés. Puisque selon eMarketer, 45% des annonceurs déclarent rencontrer des difficultés à agréger les données issues de plusieurs sources. Et selon Deloitte, 70% des entreprises disent que ce manque d'interopérabilité freine leur performance marketing. Alors, est-ce qu'on est en train de former, ou en tout cas de créer des walled gardens 2.0 et surtout, comment faire pour continuer à avoir ces données tout en facilitant un accès décloisonné de ces audiences? J'arrête là pour l'introduction, juste pour vous dire que dans cette table ronde, nous allons parler de différents sujets, 6 thèmes pour être très précis, et parmi ces thèmes, les défis autour de l'agrégation et de la déduplication des données dans un paysage multicanal, les efforts qui sont nécessaires pour une standardisation des données et une collaboration accrue. C'est ce qui nous a tenus en haleine, on va dire, toute cette matinée. Et aussi parler, parce qu'elles existent, des solutions qui émergent, comme les data clean room et les identifiants universels. Comment l'ensemble de ces solutions peuvent répondre à ce besoin d'interopérabilité. Et donc, merci madame, merci monsieur d'être ici. Et je vais aborder un premier thème avec une question pour toi, FX, si tu me permets, François-Xavier, sur justement autour des nouveaux walled gardens de l'open web dans un contexte où on demande de plus en plus un décloisonnement des médias. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 45% des annonceurs sont en difficulté pour agréger les données disponibles sur le marché selon eMarketer. Comment dans ce contexte une demand-side platform comme The Trade Desk peut garantir une vue unifiée des audiences? Bonjour Michel, bonjour à tous, merci d'être resté jusque-là déjà. D'abord, je voulais commencer ma prise de parole avec une lueur d'espoir, entre guillemets. Il y a un fait, on est sur un marché qui est drivé par la demande. Et donc la demande, c'est vous, amis agences médias et annonceurs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande est évidemment inférieure au volume de l'offre et ça vous donne un pouvoir extraordinaire qui est celui de, entre guillemets, imposer un petit peu, en tout cas, ce que vous souhaitez ou, en tout cas, orienter à minimum le marché. Et donc, pour répondre à cela, l'émergence de walled garden ou l'existence de walled garden, vous avez la possibilité, annonceurs et agences médias, de prendre position également et de faire en sorte que ce phénomène, on va dire, s'ouvre de plus en plus. On a beaucoup parlé d'interopérabilité. Nous, chez The Trade Desk, donc plateforme technologique, c'est évidemment une valeur fondamentale. On s'est très rapidement positionné comme acteur de l'open web avec la volonté de rassembler l'ensemble des inventaires premium édités par des professionnels autour de notre solution, de façon à pouvoir donner
une clé d'accès, enfin un point d'entrée unifié pour les acheteurs sur l'ensemble de cet inventaire de qualité et open web. Et donc notre réponse, elle est à travers un certain nombre d'initiatives qu'on a pu lancer au cours des dernières années, notamment autour d'un identifiant universel, Unified ID 2.0 aux États-Unis et EUID en Europe pour répondre aux exigences du régulateur, avec l'idée derrière tout cela de créer davantage d'interopérabilité, davantage de liquidité et la possibilité justement d'apporter une solution à nos annonceurs et à nos agences pour pouvoir orchestrer leur prise de parole à travers l'ensemble des sources d'inventaire. Ensuite, je voulais juste revenir sur un point. Tu as évoqué l'émergence en tout cas de plateformes côté éditeur et la volonté des éditeurs de reprendre entre guillemets la main sur la valeur de leurs données. Nous, on pense que c'est essentiel. On remet absolument pas en question la gouvernance de la donnée éditeur ou même de la donnée annonceur. En revanche, on reste convaincu que cette donnée, elle n'a de valeur que si elle est interopérable et qu'elle existe dans un écosystème ouvert. Voilà. Merci François-Xavier. Alors Pierre, question. Tu représentes donc Havas, et avec la fragmentation croissante des données des nouveaux canaux, je le disais en introduction, la CTV, on peut parler du retail média, l'audio digital. Comment une agence média comme Havas peut-elle encore offrir à l'annonceur une vision globale? Je disais tout à l'heure, 70% des entreprises qu'il y a un manque d'interopérabilité et qui disent que justement ça freine leur performance. Comment Havas répond à cette problématique-là? Merci pour la question. Mais effectivement, c'était un contexte général où on est face à des annonceurs qui sont face à un écosystème très fragmenté, très complexe, on en a parlé en termes d'organisation précédemment, et aussi des solutions techniques qui émergent à différents endroits. Donc nous, on a pris le parti de se dire on doit avoir une solution d'un point de vue organisationnel au sein de l'agence, et on doit avoir aussi une solution technique pour permettre d'opérer cette organisation. Donc on a lancé ce qu'on appelle Converge, c'est ce qui est dans mon titre un peu compliqué, qui est à la fois un operating model et à la fois une plateforme qui permet d'avoir l'ensemble des personnes qui sont alignées sur un même processus et sur les différentes expertises au sein de l'agence, mais également une plateforme qui permet de faire le lien entre toutes les phases de cet operating model. Comment on fait? On lie l'ensemble des métiers de l'insights jusqu'à la mesure en passant par l'activation au travers de cette plateforme. Et on est sûr et certain que toutes les audiences que l'on peut créer avec les différentes sources de données, notamment panel, on est capable de les activer en utilisant toutes les technologies du marché, que ce soit les identifiants universels, que ce soit les canaux traditionnels, j'ai envie de dire, mais aussi des choses très innovantes comme de l'intelligence artificielle qui nous permet d'activer en cookieless sur du social, sur de l'open ou sur des canaux télévisés, qui va nous permettre de pouvoir reproduire ces audiences et d'avoir une audience au démarrage diffusée sur du multiple canaux, et ce en quelques clics de bouton. Merci Pierre, et merci de m'avoir présenté justement cette plateforme pour préparer justement cette table ronde. Et je dirais que j'ai découvert que via cet outil, il y avait une sorte de 4 points cardinaux pour justement aller vers cette convergence. L'intelligence, le fait de pouvoir regarder un petit peu où se trouvent les données, le design pour pouvoir, on va dire, créer un plan média, tout simplement, l'activation à travers les différents médias choisis, et enfin la mesure pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Sans mesure, pas de performance. Donc effectivement, c'est une des solutions. Et puis, puisqu'on parle plateforme, je vais donner la parole à Véronique, qui est advisor chez Equative. Et donc Equative est bien connue sur le marché mondial maintenant. Comment, en tant que technologie full stack, Equative aide les annonceurs à dédupliquer les données pour une vision cohérente des audiences. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a une sorte d'intégration multicanale un peu difficile. D'après une donnée au IAB, c'est 50% des annonceurs qui le disent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette vision dédupliquée j'allais dire, des audiences? Alors, que ce soit complexe à opérer, je crois que tout le monde l'a beaucoup dit, et moi je suis plutôt, et je ne sais pas si à cette table ronde un peu comme un fixe, j'ai pris petit dosage d'amphétamine, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'inflation des inventaires de qualité, je tiens à le dire, parce que peut-être qu'on aurait jugé qualité ou pas qualité, c'est pas la même chose il y a 4 ans ou maintenant. Typiquement, le retail média, le gaming, la CTV, il y a énormément de nouveaux inventaires. Et cette inflation, c'est une chance formidable. Deuxième élément très important, c'est que les opportunités de ciblage n'ont jamais été aussi importantes.
format, audience, contexte. Là aussi, on en a parlé. Les ciblages, ils sont multiples, first party. La vraie difficulté, c'est de mettre tout ça en musique. Donc, mettre ça en musique, moi, je suis toujours un peu méfiante sur les plateformes all inclusive. Surtout quand dans la chaîne de valeur, vous êtes un peu partout, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, le all inclusive, la simplification, c'est bien, mais avoir le choix, c'est aussi pas mal. Et il y en a une qui l'a un peu dit dans une des tables rondes précédemment, qui est Laure, qui dit la curation est une solution. Donc, chez Equative, militant de l'interopérabilité de la première heure, c'est vrai que c'est un de nos sujets. On a créé un outil, non pas le énième intermédiaire, en se disant encore une fois dans cette ad tech chaîne, qu'est-ce qui crée un intermédiaire? La curation, elle laisse le choix. Et dans les discussions qu'on a eues, il y a un tout petit passage que je trouve on a un peu oublié, c'est le fait que les agences, et pour le coup les tuyauteries, comme Equative, on est aussi un peu en fond de cours pour dire, d'un côté, les médias, ils choisissent un certain nombre de leurs mesures et de leurs outils, et les marques aussi. Et les agences, elles sont aussi au milieu de tout ça, je vais être très concrète, des mesureurs aujourd'hui en matière de visibilité. Vous avez le choix, Adlux, Double Verify, IAS. Il y a des nouveaux KPIs, l'attention. On ne va pas tous les citer. Il y a au moins 5 possibles. Okay. Carbone, il y a un acteur, de nouveaux acteurs. Et puis évidemment, les ID. On parle des ID. Aujourd'hui, nous, notre boulot avec la curation, c'est de donner la possibilité aux acheteurs d'opérer et d'industrialiser à leur choix et leur customisation. Tout ça pour faire finalement un peu vintage et à l'ancienne, un planning. Et je rappelle à tout le monde, planning, média planning, j'en vois sourire dans la salle, c'est que forcément, c'est du reach, frequency capping, retargeting et un certain nombre des bons basiques. Donc la curation et Equative avec sa plateforme, ce qu'elle essaye de proposer, c'est typiquement, non pas toujours de dire agnostivité, exhaustivité, mais typiquement sur des ID, le fait de pouvoir dire, je donne l'opportunité de travailler avec du ID5, du First ID, du UTIC ID et des ID Criteo, Universal et autres, c'est la possibilité que finalement ce soit la marque qui choisisse, à travers son agence, mais aussi les éditeurs qui reprennent le pouvoir. Et pour ça, c'est compliqué et ça a un coût. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Donc à l'instant, Jean-Baptiste, je vais te poser la question. Véronique vient nous parler de la curation, de planning. Donc est-ce que d'une certaine manière, c'est pas le sens, c'est pas la question tout de suite, mais les agences n'ont pas un rôle de curation également auprès des annonceurs et surtout avec des données dispersées entre plusieurs médias? Comment Publicis s'assure ou assure à ses annonceurs une vue vraiment cohérente? On sait que 45% des acheteurs déclarent se perdre dans les données, d'après une étude eMarketer. Comment t'aides tes équipes et comment en même temps tu aides les annonceurs dans cette quête de reconsolidation des audiences des différents médias? Alors tu disais assurer, on n'assure rien. Je crois que ça, on l'a compris ce matin. On est dans un écosystème ou dans des écosystèmes qui sont extrêmement complexes, très décloisonnés, et aujourd'hui on peut pas garantir cette unicité dans la mesure et dans le ciblage des audiences. Donc en revanche, on investit beaucoup dans ce domaine-là. On investit, et c'était la stratégie du groupe, d'investir dans la data. Alors la data, c'est au sens très large, mais en fait, on a investi dans un ID technique et on a investi dans des capacités d'apporter des attributs sur ces ID. Ça s'appelle le Core ID, c'est notamment par un rachat d'Epsilon. Et donc ça nous permet à la fois de cibler et de mesurer. On a investi dans le retail pour pouvoir transformer ce Core ID, qui est un élément technique, en un ID qui va être avec des consommateurs derrière qui ont des transactions et un Core ID, c'est un ID qui a été validé par une transaction physique réelle, qu'elle soit offline ou online. Donc c'est pas que une solution digitale. Et puis dans l'IA pour effectivement
permettent d'optimiser et permettent d'étendre ces audiences qui commencent à être importantes. Aux États-Unis, elles sont très fortes, c'est le métier historique d'Epsilon. On reproduit ça en Europe et en Asie. Aujourd'hui, on est proche de 20 millions de core ID avec des attributs validés par une transaction et 30 millions d'ID non encore qualifiés par une transaction physique. Donc on commence à avoir une taille critique importante là-dessus. Après, ce qu'on fait, c'est aussi beaucoup de bon sens et on revient sur les basiques du media planning. Ça a été dit ce matin, ce qui est important, c'est l'utilisateur, c'est le consommateur, c'est donc de suivre ses usages. Et on le voit, on a beaucoup parlé de complémentarité. L'affichage physique, le digital OH, la télé linéaire, le streaming, que ce soit les broadcasters comme les nouvelles plateformes. C'est le cas dans la presse, c'est le cas dans la radio. Donc on est énormément dans cette complémentarité. Et donc les basiques, c'est le reach and frequency. Donc on a besoin d'avoir cette vision unifiée. Donc on travaille tous les uns et les autres, comme Havas, comme nos camarades, pour essayer de retrouver cette vision centralisée autour du consommateur, mais qui est forcément sur cette combinaison digitalisation et médias offline. Donc là, voilà tout l'enjeu donc c'est le Messi funnel sur le ciblage, mais c'est aussi le Messi sur la mesure. À la limite, je crois que je disais ça il n'y a pas très longtemps au même endroit. On adapte la stratégie data en fonction des objectifs business ou des objectifs médias. Et donc sur le per funnel, qui a en même temps un rôle de vente online, qui est la vidéo, que ce soit la télé linéaire ou les plateformes, ce qui nous importe, c'est de toucher ces audiences et d'avoir ce reach and frequency sur ces audiences qui sont la cible d'optimisation, mais aussi d'arroser des cibles connexes qui achètent aussi mon produit ou mon service, mais que je ne vais pas arroser en digital puisque je fais la promesse d'être ultra ciblé. Et donc l'efficacité de la télé linéaire, c'est aussi de toucher ces cibles qui sont des cibles soit prescriptives, soit acheteuses, mais pas dans mes cibles d'optimisation. Et en même temps, sur le lower funnel, d'être sur une mesure à l'identifiant, avec une mesure qui soit agnostique et qui soit autonome de la direction que prend Google, qui a 98% de part de marché sur la mesure sur le digital. Sachant que chacun a sa mesure, Meta a sa mesure dans sa verticale, Google a sa mesure dans sa verticale, mais Google, il est beaucoup plus... il a une position horizontale sur l'ensemble, y compris sur l'open. Et donc la volonté, ce qu'on veut faire pour les marques, c'est d'avoir une mesure qui soit totalement agnostique de cette mesure proposée par Google et qui a cette part de marché trop importante de mon point de vue. Et on ne peut pas optimiser une campagne si on a un outil qui a des partis pris sur la mesure, qui avec beaucoup d'algorithmie et beaucoup d'opacité sur la façon dont les signaux sont utilisés pour optimiser les campagnes. Voilà, bon, enfin, on pourrait élaborer encore plus, mais en quelques mots, voilà ce que je voulais dire sur cette question. Merci Jean-Baptiste. Donc tu as évoqué le multicanal, j'allais dire l'omnicanal IT, entre guillemets, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas une très grande difficulté à la fois à mesurer bien sûr le online, mais sans oublier également ce qui se passe sur le offline, et tout ça constitue énormément de données à gérer, et d'où cette question sur ce troisième thème qui sera sur l'interopérabilité des données, à se demander si c'est pas une sorte de mission impossible justement dans ce contexte multicanal. Et donc Olivier, tu es là en tant que vice-président du syndicat des régies Internet. Alors les régies se disent prêtes à collaborer, mais question, est-ce qu'en réalité, est-ce que chacune ne cherche pas à protéger son territoire? Et dans ce contexte, comment, selon toi, peut-être la première étape quelle serait cette première étape pour réellement décloisonner les données dans l'open web et offrir aux annonceurs une vision d'ensemble? Merci Michel, bonjour à tous. Donc oui, les régies sont prêtes à collaborer et on le fait déjà depuis longtemps au SRI. Ça fait plus de 12 mois qu'on a travaillé le sujet du cookie-less et qu'est-ce qu'on fait sur les ID alternatives. Donc on a différents groupes de travail sur lesquels on travaille, c'est le principe, et sur lesquels on essaie de se nourrir mutuellement de différents ID, de retours d'expérience qu'on a pu avoir, de nourrir un peu nos différents membres sur ce sujet. Donc tout ce partage d'expérience nous fait monter et nous permet d'être assez précurseurs finalement dans les tests où les régies ont toutes testé un certain nombre d'ID pour aller voir comment ils s'intégraient, comment ça fonctionnait. Et donc,
on peut considérer que que le sell side a fait son job sur le sujet et qu'on essaye de maintenant faire monter cette adoption des ID un petit peu partout. Donc ça, c'était le premier point. Donc oui, la deuxième partie de ta question, c'était est-ce qu'on essaie de protéger notre territoire? Alors, moi, je ne le dirais pas comme ça. On essaie plutôt de se dire qu'on va reprendre en main ce territoire pour mieux le cultiver. Voilà. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Mieux le cultiver, pourquoi? Mieux le cultiver pour, bien sûr, pour servir les annonceurs au mieux. Mais mieux le cultiver aussi parce que ce qui a changé, c'est qu'on pense au consommateur final et à la protection de sa vie privée. Voilà, c'est quelque chose qui a été totalement oublié quand on travaillait sur les cookies tiers. Et finalement, se dire qu'il y a cet aspect-là, c'est un point qui est important. Alors pourquoi on fait ça? Si on part du Far West des cookies tiers et qu'on se dit voilà, on peut amener des choses qui sont plus à valeur, ça permet pour les éditeurs et les régies de remettre en avant la valeur de leurs données first. Les données qui sont propres, qu'on avait tous oubliées. Voilà, donc les données qu'ils peuvent avoir. Le deuxième point, c'est le contexte. Voilà, on en a parlé un petit peu ce matin, le contexte est clé et finalement ça redonne du pouvoir au contexte de se dire voilà, on a on a réinvesti un petit peu ce terrain. Et si on va encore un petit peu plus loin, c'est une façon pour les régies françaises finalement de reprendre un petit peu de souveraineté par rapport aux acteurs supranationaux qui mangeaient un petit peu partout, quoi. Voilà. Donc c'est dit. C'est dit. Donc donc pour finir par rapport à ta question sur quelles seraient les premières étapes, finalement les premières étapes de cette vision d'ensemble, de ce décloisonnement, c'est déjà c'est une adoption massive de ces ces identifiants alternatifs, de cette façon de pouvoir avoir quelque chose qui est homogène un petit peu partout. Et la deuxième étape, mais on en parlera juste après, ça va être de voir comment ces données se parlent, comment ces ID, ces identifiants se parlent pour être interopérables. Merci Olivier pour ce teasing. Tristan, question pour toi qui représente M6 Publicité. On a eu donc la parole du syndicat des régies à Internet, mais j'aimerais connaître la position de M6 Publicité sur ce fameux décloisonnement des données et est-ce que tu penses qu'un jour ce sera faisable de travailler en collaboration avec d'autres médias, pourquoi pas plateformes, et ce de manière durable? Pour poser la question autrement, chaque plateforme de streaming aujourd'hui vend ses propres audiences et en l'absence d'une mesure unifiée cross-platform, il est souvent difficile pour les annonceurs, on l'a vu ce matin, et pour les agences de dédupliquer les audiences aussi facilement que ce que propose la télé linéaire, par exemple. À quand donc une interopérabilité des audiences first party des chaînes TV? Est-ce que c'est possible? Je fais peut-être un rêve, mais est-ce que c'est possible demain d'avoir une sorte de l'AFA? Je rappelle, l'AFA, c'est la filière audiovisuelle qui permet à l'ensemble des chaînes de justement collaborer sur le contenu, la qualité, avec un certain nombre, j'allais dire, un cahier des charges assez concret. Est-ce que demain, on pourrait avoir une sorte de la FTV pour la filière TV, mieux la filière totale vidéo? Est-ce que ça, tu penses que c'est faisable? Merci beaucoup Michel, bonjour à tous, merci pour cette question très complète. Alors effectivement, l'interopérabilité c'est un enjeu très important pour les annonceurs, on l'a dit, mais aussi pour les broadcasters et pour M6. Je dirais que notre démarche, elle est structurée en 3 axes pour répondre à cet enjeu. Le premier, c'est dans un environnement très complexe, avec beaucoup de devices, beaucoup d'OS, c'est d'arriver déjà à avoir une vision cross nous-mêmes sur nos plateformes. Donc pour vous donner une idée, M6+, c'est plus de 60 plateformes en fait quand on cumule toutes les différentes versions de device et d'OS. Donc c'est extrêmement complexe. Et donc notre enjeu déjà, c'est de connecter tous ces points entre l'OTT, la CTV qu'on a lancé récemment avec succès, et puis l'IPTV, sur lequel on travaille beaucoup avec les opérateurs pour connecter tous ces mondes qui sont différents. Le deuxième point, c'est effectivement cette vision cross-platform. Et donc, je rejoins parfaitement ce que disait Olivier, c'est qu'on a pris des actions pour développer ces ID universels. Donc, on a signé avec The Trade Desk sur EUID. On a développé aussi avec LiveRamp ATS.
Et puis aussi ID5, donc il pourrait y avoir aussi d'autres identifiants qu'on pourrait intégrer. Donc ça permettra aux annonceurs d'avoir cette vision cross-platform, disons. Donc c'est un enjeu qu'on a bien en tête. Et puis le troisième axe de développement, c'est d'avoir toujours cette vision très ouverte qu'on a depuis quelques années, en développant des collaborations avec des partenariats data, dans la grande distribution, dans le retail média, dans le e-commerce, avec récemment VP et Le Bon Coin, de développer des data collaborations avec les annonceurs via des clean teams, pour pouvoir interopérer nos données avec des données tierces, et puis aussi avec des broadcasters. Donc on l'a fait par exemple avec France Télé et RMC BFM, interopérer notamment dans le cadre de cette alliance sur la télé segmentée, sur le retail data, pour pouvoir non seulement faciliter l'achat, massifier le reach, mais aussi interopérer nos données entre différents univers. Donc c'est trois enjeux assez importants, donc on y travaille ardemment. Donc, mission impossible, je ne crois pas, mais il y a encore d'autres étapes à développer, et Olivier les a citées. Merci Tristan. Donc j'allais dire un esprit de coopétition, comme disait Sylvia, si je me trompe pas tout à l'heure dans sa démonstration. Justement, on en arrive à cette notion de standardisation des données pour une meilleure collaboration. Et justement, François-Xavier, alors que les données first party, on l'a vu, se multiplient, et pour une meilleure connaissance des utilisateurs, finalement, comment The Trade Desk, on va dire équilibre, c'est peut-être pas le bon mot. Quand on a préparé ensemble, on s'est dit peut-être qu'il fallait trouver un nouveau mot, mais je le réutilise quand même ce matin. Comment The Trade Desk équilibre le besoin de protection de données avec la demande de transparence des annonceurs. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet d'une étude de Deloitte qui dit que 70% des entreprises pensent qu'il y a un manque de transparence et que ça nuit à leur campagne. Donc justement, comment The Trade Desk répond à ce besoin d'équilibre entre transparence et protection des données? Tout d'abord, la transparence, elle est au cœur de notre ADN chez The Trade Desk. C'est, je dirais, un des éléments fondamentaux de notre positionnement. La réponse, elle est assez simple. On a lancé, il y a maintenant plus de 2 ans, un identifiant universel. Je risque de me répéter, mais je voudrais rajouter quelques détails sur cet identifiant. Il est gratuit, interopérable et open source. On se positionne pas du tout comme un acteur souhaitant faire de cette solution-là une source de profit. On pense qu'au vu de notre taille et le rôle qu'on peut avoir sur le marché aujourd'hui digital et plus largement de la publicité, il était de notre devoir de proposer une alternative à ce que pouvaient proposer d'autres acteurs, peut-être moins ouverts et moins transparents. Donc il faut le voir comme ça, et c'est ça notre réponse. Et puis autour de cet identifiant, on a itéré un certain nombre de solutions. Notamment une solution qui s'appelle Galileo chez nous. Alors c'est un terme, ça va pas vous dire grand-chose, mais c'est la possibilité justement pour nos clients de pouvoir onboarder leur first party dans la plateforme et grâce justement à ce véhicule qui a EUID, potentiellement aller capitaliser sur leurs audiences first party pour aller chercher de nouvelles audiences semblables. Donc voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est de dire oui, on veut redonner le contrôle à nos clients et à nos partenaires, dans une logique de totale transparence et de totale maîtrise, la possibilité de pouvoir également itérer du fait du côté open source de cet identifiant, mais également la possibilité de pouvoir activer et capitaliser sur cette data first party pour venir enrichir leur prise de parole et leurs activations médias. Merci François-Xavier. Je continue à donner la parole aux technologies. Justement, Véronique, puisque tu représentes, comme je le disais tout à l'heure, Equative, quels efforts les technos et plus particulièrement Equative déploient pour faciliter les opérations à la fois en direction des acheteurs et des éditeurs, et vers quelle standardisation, quelle responsabilité, de ton point de vue, pour chaque acteur de la chaîne? En matière de standardisation, il y a des solutions, mais elles ne sont bonnes que si elles sont, on l'a dit, en cross-collaboration, c'est-à-dire en associatif d'une certaine façon, d'où le rôle important d'ailleurs des associations là-dessus. Et pourquoi? Parce que de manière très claire, les normes, si je prends aujourd'hui les AB TechLab, émet un certain nombre de normes pour permettre ce langage commun. Et typiquement, si on prend la CTV, l'Open Measurement SDK, on s'aperçoit que par exemple, tout le monde l'a pas complètement adopté. C'est vrai sur certains formats. On en a souvent discuté avec Olivier, les VAST, VPED, autres. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est aussi basique que ça
Mais côté éditeur, il y a parfois le fait que tout simplement, ce n'est pas renseigné et c'est difficile d'avoir une homogénéité dans ces domaines-là. Donc on a un énorme travail à faire déjà sur s'impliquer, parce que ça a un coût de s'impliquer, et je sais que certains le font plus que d'autres, et je leur dis déjà merci, parce que le fait tout simplement de s'impliquer pour créer les normes ou les influer, ça a du sens. Et on voit bien, il y a des gens parfois qui sont très loin de ces sujets-là, et pour autant, il faut le faire. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce que j'appelle tout ce qui est normes et la partie technologie. L'autre chose, c'est quand on travaille avec des technos, et je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est que dans la salle, tout le monde s'intéresse à la techno en s'apercevant que il y a des choses à construire et c'est la suite et l'avenir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La seule chose, c'est que quand on fait un cahier des charges et qu'on travaille avec une techno, ou que soi-même on en construit, l'interopérabilité doit être en tête de tout. Donc, savoir travailler en API, exiger dans un cahier des charges, ça veut dire quoi travailler en API? Ça veut aussi dire, bien sûr, qu'on s'aperçoit que parfois, le langage ou ce que l'on reçoit en termes de data et d'information est imprécis et qu'il faut le requalifier. Et bien sûr aussi, ça veut dire le sécuriser, puisqu'on ne peut pas être dans un univers dans lequel vous n'avez pas confiance. On en a un peu parlé de ça. Donc ça, deux choses, les normes avec effectivement les gouvernances de ces normes. Deuxièmement, les cahiers des charges travaillés en API. Et troisième solution, il y a le fait qu'on a un peu parlé d'un ID graph côté régie, mais tout ce qui est data clean room aujourd'hui, c'est tout simplement pas un nom encore énième barbare, ce sont des librairies qui vont permettre des interconnexions avec l'ensemble des choix qui sont faits par les fameux partenaires. Et donc, ce sujet de la data clean room, typiquement, un Equative, aujourd'hui, on travaille à opérer pour pouvoir proposer ça aussi à nos clients dans la chaîne. Merci Véronique. Tu fais justement la transition avec cet avant-dernier thème. Enfin, j'espère pas le dernier, puisqu'il nous reste très peu de temps. Question pour toi, Pierre, de chez Havas. Justement, on vient de parler des data clean room. On a beaucoup parlé également des identifiants universels. Et d'ailleurs, soit dit en passant, vaut mieux en utiliser plusieurs que rester en exclusivité sur un seul. Message pour l'ensemble des acteurs du marché. Travailler avec plusieurs identifiants universels. Donc, j'allais dire, donc, est-ce que justement ces clean rooms, ces identifiants universels sont vraiment des solutions pour garantir une transparence suffisante de ton point de vue? C'est un peu l'histoire de la condition nécessaire mais pas suffisante. Oui, je pense que tous les identifiants et tout ce qui est système de data clean room sont des éléments nécessaires pour pouvoir assurer une certaine forme de transparence et de continuité entre les différentes briques de la chaîne. Néanmoins, il faut pas oublier aussi que les annonceurs qui sont quand même à l'origine de ce genre de demande, ils doivent aussi avoir un capital data first party pour pouvoir initier ce genre de choses, notamment dans ce qui est toutes les histoires de data clean room. Et c'est pas forcément le cas de tous les annonceurs. Donc c'est aussi pour ça, pour moi, on doit avoir une approche complémentaire aux identifiants universels et à tout ce qui est activation de ces data clean room. C'est une approche qui est probabiliste, qui permet de pouvoir se dire, j'ai une approche stratégique, je crée des audiences, je crée une segmentation stratégique et je suis capable de les activer de manière sémantique, alimentée avec de l'intelligence artificielle. Donc nous, on croit fermement à l'utilisation des identifiants universels, à l'utilisation des data clean room, mais il y a quand même beaucoup de gens dans le marché qui n'ont pas forcément la graine de départ pour pouvoir le faire, et c'est aussi pour ça que la capacité d'être interopérable avec les différentes plateformes, que ce soit avec M6, ou que ce soit avec The Trade Desk ou d'autres, avec les identifiants et sans les identifiants aussi, c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour nous. Merci Pierre. Une nouvelle façon d'être créatif via l'interopérabilité des données, des data, par l'intermédiaire de ces outils que sont les data clean room, entre autres, et les identifiants universels. Olivier, pour le syndicat des régies Internet, est-ce que tu penses que les data clean room ou les identifiants universels permettent d'aller vers, allez, on rêve encore, une interopérabilité complète, parce que les acheteurs se plaignent un peu de ce manque d'interopérabilité. Quelle est ta vision des choses? Alors, une certaine forme d'interopérabilité, oui. On n'arrivera jamais à une interopérabilité totale, déjà parce que tous les utilisateurs finaux ne consentent pas. Et donc déjà, il y a des personnes on pourra cibler que des personnes qui sont d'accord pour être ciblées. Donc il y a déjà ce premier point.
l'autre facette, avant de répondre à la question, c'est d'où on part. Aujourd'hui, on parlait il y a encore peu d'un monde presque merveilleux quand on avait des cookies tiers. En fait, ce monde, il n'était pas du tout merveilleux. C'est très imprécis. Et aujourd'hui, on voit qu'on a moins de 50% des internautes qu'on arrive à cibler avec des cookies tiers. Donc, se dire, est-ce qu'on peut trouver des solutions qui sont interopérables et qui permettent d'arriver au moins à ça? Oui, c'est sûr. Voilà. Et pour ça, mais je reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Pour ça, il faut que... qu'il y ait une adoption de différents identifiants le plus possible sur le marché. Et c'est une responsabilité collective c'était dit tout à l'heure, mais c'est super important, qui est cette responsabilité collective de tous les acteurs et de toute la chaîne, qui commence par le sell side, mais qui remonte au niveau de la demande et que tout le monde prenne conscience de oui, on doit le faire, sinon on n'aura plus moyen de maîtriser. Et donc nous, côté SRI, on a travaillé là-dessus, j'en ai parlé, et on travaille aussi étroitement avec l'UDECAM pour faire ces partages de bonnes pratiques et essayer d'avancer dans ce sens de tout le monde comprend ces enjeux. Voilà. Et donc après, le deuxième point, c'est d'arriver à faire parler ensemble ces identifiants, de les faire se compléter. Et donc il y a plusieurs initiatives, soit de créer des méta-ID, dont tu parlais tout à l'heure, soit d'arriver à se dire, en fait, j'ai plusieurs identifiants, et c'est un DSP la semaine dernière qui disait ça. Moi, j'ai 2,5 identifiants par requête. Mais finalement, quand j'ai 10 fois eu A et B dans la même requête, quand j'ai que A à un moment donné, je sais que je peux aussi me dire que c'est B. Voilà. Donc, voilà, je vois que je suis... ouais. C'est parce qu'on me met la pression. Je menace d'entrer sur scène, c'est pour ça il sait que je suis un peu le père fouettard de cette matinée. La menace se précise. J'aurais aimé parler d'avenir avec toi, Jean-Baptiste, et avec toi, Tristan, mais je crains que je n'ai pas la possibilité de poser cette dernière question. Je peux. Les médias ne te le permettent pas. Je suis désolée, je crois qu'en plus, il y a des contraintes. Et puis, par souci de respect du temps de parole de chacun, je suis vraiment désolée, c'est pas toujours un en tout cas, très c'était agréable. passionnant de discuter avec vous. J'aurais aimé parler avenir, mais je laisse la salle parler avenir avec vous à l'occasion du cocktail qui aura lieu dans quelques instants. Merci pour votre échange et pour le partage de votre expertise. Merci à vous.